Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Notre invité du jour a passé ces 2 dernières années à s'intéresser aux violences policières. C'est le réalisateur et écrivain David Dufresne. Bonjour. Bonjour. Votre film sort en salle aujourd'hui, un film intitulé « Un pays qui se tient sage ». Vous revenez dans ce film, vous décortiquez, vous analysez les violences observées lors des manifestations des Gilets jaunes. Alors, je vous propose le menu suivant. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux faits, si tant est que l'on réussisse à les isoler. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Alain Boer. Bonjour Alain Boer. Bonjour. Vous êtes professeur titulaire de la chaire de criminologie du Conservatoire national des arts et métiers. Vous avez notamment publié Les Protecteurs, la gendarmerie nationale, racontée de l'intérieur aux éditions Odile Jacob. Dans le film de David Dufresne, Alain Boer, on trouve un certain nombre d'images captées par les smartphones où l'on voit les différentes violences policières qui ont émaillé les manifestations des Gilets jaunes. Comment vous, qui connaissez bien la police, les expliquez-vous ? Alors d'abord, j'ai toujours dit et je maintiens que David Dufresne est quelqu'un d'honnête et qu'il filme avec précision et qu'il documente avec précision, puisque ce film est issu d'abord d'un processus documentaire du nombre de personnes blessées durant notamment la partie Gilets jaunes. Le deuxième problème, c'est que comme toujours, le choix des images et le choix du montage montrent le point de vue des manifestants blessés. Il ne montre pas l'autre point de vue. C'est un documentaire en partie. Il lui faudrait une deuxième partie, c'est-à-dire qu'il se mette de l'autre côté. Et à ce moment-là, on aura une vision complète et véridique de la réalité. Mais il y a des policiers violents. Il y a des violences dites policières. Je ne crois pas qu'elles soient systémiques, mais c'est un autre sujet. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que lui-même le croit au vu des invités qui ont pu commenter son film, à la fois ceux qu'il a invités qui sont venus, ceux qu'il a invités qui n'ont pas pu venir et ceux qui n'ont pas voulu venir, dont il fait le recensement à la fin. Mais ce film est honnête et il démontre une réalité dans la souffrance, la douleur et l'incompréhension souvent. Mais alors, Alain Boer, je ne suis pas responsable de votre carrière, mais si vous deviez faire le second film, celui qui montrerait, du point de vue, cette fois-ci, policier, pourquoi ces violences ont été perpétrées, que diriez-vous ? Eh bien, essayez d'être 3 heures, 4 heures, 5 heures immobile sous la pluie de tous les projectiles que vous imaginez et de toutes les insultes que vous imaginez. Imaginez-vous simplement 5 minutes dans votre studio avec un Donald Trump survolté en essayant de conserver votre calme. Sauf que, au lieu d'être des insultes verbales, il vous jetterait à peu près tout ce qui se trouverait dans le studio. Et imaginez ce que serait votre réaction. Imaginez le même dispositif si vous étiez en groupe, c'est-à-dire d'une troupe par rapport à une autre troupe. La révélation du dispositif de David Dufresne, c'est qu'en fait, pour la première fois dans l'histoire moderne de ce pays, ce ne sont pas des professionnels de la manifestation qui ont rencontré des professionnels du maintien de l'ordre, car c'était comme ça jusqu'à 1986 et les grandes manifestations étudiantes, mais depuis cette période, sont apparus des amateurs de la manifestation et face à eux, il y a désormais des amateurs du maintien de l'ordre à cause de la réduction drastique d'effectifs spécialisés à peu près incapables de se tenir ou de se maintenir ou de se contrôler. Et donc, cette perte de professionnalisation amène une augmentation relativement massive de la violence qui existe en France depuis les grandes jacqueries de 1358. Il n'y a rien de nouveau sur la confrontation et le rapport de force entre l'État et sa population. L'État ne fonctionne qu'au rapport de force. Il ne comprend que le rapport de force. En contrepartie, la déprofessionnalisation, y compris la disparition des services d'ordre, amène mécaniquement à une augmentation de la violence. Et ceux qui ont découvert la violence sont ceux qui la regardaient sans la comprendre. Une réaction, David Dufresne. Écoutez, c'est très riche. Je crois qu'Alain Boer a été responsable à l'UNEF du service d'ordre, donc dans les années 80, me semble-t-il. Donc je comprends très bien qu'il mette en avant son savoir-faire. Alors il y a beaucoup de choses à dire, simplement sur le film, on aura le temps d'en parler tranquillement tout à l'heure dans la deuxième partie. Je m'inscris en faux. En réalité, mon film, c'est le contre-champ d'un champ qui est constamment donné. C'est-à-dire que le point de vue policier, les pavés, etc., d'abord, ils sont quand même dans mon film, mais surtout, ils sont partout depuis des années. Et quand ils ne sont pas là, le nouveau schéma de maintien de l'ordre décidé par la place Beauvau voudrait les ramener. C'est-à-dire qu'il y a une page
pour dire, bon, il faudrait revenir à des journalistes accrédités, dûment encartés, qui auraient le droit de filmer, et tous les autres circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que, voilà, ce à quoi on assiste en France, mais en réalité dans le monde entier, en tout cas dans toutes les démocraties, c'est l'avènement du smartphone. Et c'est donc justement le contre-champ. Et mon film, c'est le contre-champ. Moi, je n'occulte absolument pas les violences de part et d'autre. Sauf que, par exemple, le général Cavalier, qui est dans mon film, le général Cavalier, c'est quelqu'un qui, pendant 5 ans, s'est occupé de la formation des gendarmes mobiles. C'est-à-dire ce que Alain Bauer appelle les professionnels du maintien de l'ordre. Et il a raison de les appeler les professionnels du maintien de l'ordre. Il y a 2 corps constitués, c'est les CRS et les gendarmes mobiles. Que dit le général Cavalier quand il est venu avant-hier dans une avant-première, assez courageusement, parler au public? Il dit, la première des qualités des professionnels du maintien de l'ordre, c'est l'absorption des coups. C'est-à-dire, c'est exactement ce que Alain Bauer vient de vous dire. Votre boulot, Guillaume Erner, c'est si vous aviez Trump en face de vous, vous seriez là pour absorber les invectives. Sinon, vous ne seriez pas là. Je ne dis pas que c'est facile de recevoir... Alors, d'abord, de dire des pluies de projectiles pendant 4 ou 5 heures, c'est faux. C'est pas 4 ou 5 heures. C'est beaucoup moins que ça, et c'est de manière beaucoup plus épisodique. Alain Bauer, justement, le fait d'absorber les coups, de rester finalement flegmatique, est-ce que ça ne témoigne pas finalement ce que vous évoquiez d'ailleurs? Le fait qu'aujourd'hui, la doctrine du maintien de l'ordre en France ne va pas. Elle est faite par des gens qui, pour différentes raisons, n'ont pas les nerfs suffisamment solides. Alors, d'abord, il faudrait déterminer quelle est la doctrine. Il se trouve qu'elle subit des évolutions importantes. La vraie doctrine du maintien de l'ordre, c'est le préfet Grimaud en 1968, qui a été une période où il y a eu énormément de blessés, plusieurs centaines et quelques morts, contrairement à la fantasmagorie habituelle. Il y en a eu une demi-douzaine, ce qui n'est pas rien. C'est de dire, nous devons nous retenir, nous ne devons pas frapper à tort et à travers, et nous devons contenir. Cette doctrine est restée jusqu'à un épisode qui est juste après, 1970-71, au moment où on crée les voltigeurs motorisés à la préfecture de police de Paris, justement parce qu'il y a trop de blessés parmi les forces de l'ordre, qu'elles sont sous-équipées et qu'elles n'ont pas réussi à comprendre ce qui leur arrivait durant les épisodes de 1968. Les voltigeurs motorisés sont des amateurs volontaires qu'on met sur des motos avec des grands bidules, des bâtons en bois parfois un peu améliorés, et qui vont à la chasse aux manifestants, ce qui amènera l'épisode Malik Oussekine, le décès d'un jeune manifestant lors des manifestations 86. Et là, on revient à la doctrine de 1968. Mais depuis, la problématique qui s'est posée, c'est le changement. C'est le changement dans la mobilité des manifestants. C'est l'arrivée de nouveaux manifestants, collégiens, lycéens, qui n'étaient pas traditionnellement des agents de la manifestation. Et avec les Gilets jaunes, c'est l'arrivée de toute une série de gens qui n'ont jamais véritablement manifesté de leur vie et qui viennent exprimer leur colère. Et face à eux, les professionnels du maintien de l'ordre, ceux qui sont censés absorber, ils ont presque disparu. Leur nombre a été considérablement réduit, les effectifs par unité, par compagnie et globalement ont été réduits, et on fait appel à qui? Aux brigades anticriminalité qui ne sont pas faites pour le maintien de l'ordre, à des gardiens de la paix à qui on affuble d'une tenue qui ressemble à celle des CRS, qui est la tenue MO, mais qui ne sont pas des CRS, qui ne sont pas formés, avec des armes qui ne sont pas faites pour le maintien de l'ordre, et en plus sont devenues l'explication. Dangereuses. Donc c'est le cumul de ce dispositif. Mais s'il n'y avait eu que des professionnels du maintien de l'ordre, avec une organisation entre guillemets respectable, c'est-à-dire des gens qui savent organiser et préparer une manifestation, quel qu'il soit, des anciens de l'UNEF, il y en a aussi, des anciens de la CGT, de la CFDT, de Force ouvrière, du syndicalisme agricole, tous ces gens-là savent de quoi je parle, et donc cette situation aurait peut-être été différente. Enfin, ce que je reproche au film de David Dufresne, c'est pas du tout ce qu'il a entendu que je lui reprochais, c'est je lui propose simplement de venir avec sa caméra se mettre de l'autre côté le temps d'une manifestation violente pour qu'on en ait non pas la vision du ministre de l'Intérieur ou des médias, même embedded, mais de la vision des policiers, des gendarmes et de ceux qui font face à ces pluies de projectiles divers. C'est la raison pour laquelle, dans le film, il y a des images qui m'ont été confiées, je ne peux pas dire par qui évidemment, filmées côté policier, notamment à l'Arc de Triomphe, où on voit très très bien les coups subis par les policiers, et c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs syndicalistes, 3 et un général de gendarmerie, qui viennent absolument expliquer ce que vous êtes en train de dire. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et par ailleurs, il se trouve qu'il y a 15 ans déjà, j'avais fait un film
qui allait dans le sens que vous êtes en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis heureux de vous entendre, Alain Boer, dire enfin qu'il y a un problème de professionnalisation, qu'il y a un problème de maintien de l'ordre. Parce que quand on faisait des signalements, quand l'ONU, quand le Conseil de l'Europe, quand le Parlement européen disait cela, tout le monde se drapait en disant « mais qu'est-ce que vous racontez ?» Aujourd'hui, on voit Amnesty International, plus exactement hier, qui sort un rapport accablant de 61 pages sur la criminalisation des manifestations, sur la judiciarisation des manifestants, sur le fait que le droit international n'est pas appliqué en France et que sur le constat, vous semblez d'accord, David Dufresne. Il y a également la question des Black Blocs. Il y a des groupes qui n'appartenaient pas à ces manifestations, en tout cas qui avaient comme visée première la police. Est-ce que ça n'est pas aussi un facteur explicatif de la violence policière qui est l'objet de votre film ? Alors oui, bien entendu, mais d'une certaine manière, on pourrait dire que d'un point de vue de l'intérieur, quel échec de modifier la doctrine pour ce que vous appelez des casseurs. Je rappelle juste comme ça... Je les ai appelés des Black Blocs. Black Blocs ou casseurs. Juste pour le plaisir, il faut rappeler d'où vient ce terme casseur. Il date du 19e siècle dans le Figaro. C'est intéressant, c'est un terme qui est resté très, très longtemps, c'est-à-dire casser les vitrines, casser les magasins, etc. On nous fasse des nouveaux schémas de maintien de l'ordre, qu'on nous martèle que le problème, c'est 100 ou 200 personnes que vous appelez Black Bloc, et que ça modifierait absolument toute la doctrine, de mon point de vue, c'est un échec absolu, politiquement. Alain Boer, le fait justement que ces Black Blocs, je crois qu'ils se désignent eux-mêmes ainsi, aient eu l'occasion d'opérer durant différentes manifestations alors que l'on savait qu'ils étaient là, qu'est-ce que ça vous inspire ? Comment cela se fait-il qu'il soit aujourd'hui loisible à ces gens de s'exprimer comme ils s'expriment, par la violence ? D'abord, la violence, c'est le mode d'organisation du dialogue social, en France en tout cas. La France n'est pas un pays protestant ou du Nord, c'est un pays où on met le rapport de force, on casse d'abord, on discute ensuite. C'est pas la nation ou la société qui l'a inventé, c'est l'État qui l'a voulu ainsi, et il n'a pas changé de doctrine, lui, depuis environ 7 siècles, c'est-à-dire les grandes jacqueries. Et il a toujours eu cette peur panique. Vous savez, Haussmann, quand il écrit à Napoléon III pourquoi il refait les grands boulevards à Paris et qu'il réorganise la ville, il explique qu'il le fait pour des motifs de circulation, d'assainissement, et surtout pour pouvoir mettre 8 canons en batterie des fois que la populace veuille menacer le pouvoir. Donc il faut le savoir, le maintien de l'ordre, c'est le maintien de l'ordre de l'État. La police est une police de l'État. Elle essaye de devenir une police nationale, plus ou moins bien, mais elle est née d'une configuration très particulière. Les polices nationales ou citoyennes, ce sont des polices locales et de proximité. Donc et le maintien de l'ordre, il est une prérogative particulière de l'État. Je ne parle pas du monopole de la violence, parce que c'est un long sujet que j'ai beaucoup apprécié dans le livre de David Dufresne, mais qui mériterait plutôt un cours de sciences politiques. Sur le fond... le livre s'intitulait « Dernière sommation ». Oui, sur les Black Blocs, pourquoi y a-t-il... Alors, David Dufresne disait 100 ou 200, il était modeste, probablement un millier de personnes qui peuvent opérer en plein Paris, dans des lieux dont on connaît très bien l'existence. Votre question est assez étrange. Dans un pays libre, vous pouvez vous promener où vous voulez. Il n'y a pas marqué Black Bloc sur votre tête et c'est pas fluo la nuit et ça ne clignote pas en disant coucou, je suis un Black Bloc. Je vais retrouver des copains Black Bloc sur ma chaîne WhatsApp ou ma chaîne de communication privée, et puis je vais me réunir à 10, 15, 20, 30, 40 ou 50. Tout d'un coup, mettre ma cagoule noire, parce que le noir n'est pas encore interdit en format d'habillement aux dernières nouvelles, puis organiser une opération ciblée, en général extrêmement minutieusement préparée, avec des gens extrêmement expérimentés. Il ne faut pas les prendre pour des, entre guillemets, casseurs. Je suis d'accord avec David Dufresne. Ce sont des militants qui ont des objectifs clairement identifiés, et d'ailleurs qui ont recruté pas mal durant l'épisode Gilets jaunes à cause de cette exaspération des Gilets jaunes face à la manière dont ils n'arrivaient pas à exprimer leurs revendications. Vous êtes en train de dire qu'en fait, on peut rien faire, Alain Boer. Ah si, déclarer une dictature et transformer le pays en Chine, mais je pense que c'est ni le point de vue de David. C'est une alternative qui est coûteuse, celle que vous proposez.
Elle n'est pas coûteuse. Toutes les dictatures ont commencé par être des démocraties avant de sombrer. Et donc, c'est pas un objectif en soi. La manifestation est un droit. Il faut justement arriver à le rétablir. Mais la manifestation n'est pas systématiquement une organisation de destruction, même quand on est très en colère. C'est tout le débat qui existe sur la manière dont le dialogue doit exister dans ce pays. Et donc, c'est à l'État aussi de prendre sa responsabilité en changeant son mode opératoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres doctrines possibles qui pourraient empêcher à la fois ces Black Blocs d'opérer et permettre aux manifestants de manifester. Si, bien sûr, mais cette doctrine, elle a été condamnée notamment par le Conseil constitutionnel qui interdit les interpellations préventives. Et je suis assez d'accord avec la doctrine du Conseil constitutionnel. On ne peut pas, par anticipation, considérer que quelqu'un qui va manifester va être violent, donc on va l'interpeller ou l'empêcher de manifester. Les choses sont désormais claires. Quant au dialogue, eh bien, avant la manifestation, on pourrait commencer à se parler plutôt que d'attendre la manifestation pour savoir s'il y a vraiment suffisamment de violence pour commencer à négocier. Mais c'est une culture de l'État qui doit être changée et qui, malheureusement, a le plus grand mal à progresser. Vous savez, j'ai été longtemps un collaborateur d'un homme de gauche qui s'appelait Michel Rocard. Il défendait cette position, il était assez seul. Une réaction, David Dufresne. Non, ce qui m'intéresse dans les propos d'Alain Boer, c'est que ça va un peu plus loin que ce qu'on entend d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, de quoi on parle de démocratie, en effet. Et on parle où va la démocratie. Dans le film, Monique Chemillé-Gendreau dit la démocratie, c'est le dissensus. La démocratie, c'est un horizon. Le film parle de ça plus que des techniques généralement pas un policières. Dissensus à coups de pavé. Non, mais à l'étranger, la police ne réagit pas du tout de la même manière. Il est absolument certain que la police française, depuis une quinzaine d'années, se croyant supérieure aux autres, s'est repliée sur elle-même, sur ses doctrines, sur ses techniques, etc. N'oublions jamais que dans une démocratie comme dans d'autres, oui, je vais faire court, le niveau de violence, en fait, il est établi par l'État. Il est établi par les forces de police. Un mot de conclusion, Alain Boer. Non, je crois que c'est un film honnête. J'attends, comme je l'ai dit, sa partie 2. On a eu la partie 1. Et je pense que comme tout bon film, il nécessite une suite. De Merci. l'autre côté, j'appellerais ça. Merci en tout cas d'avoir échangé de vos deux points de vue qui sont évidemment deux points de vue distincts. Alain Boer, je rappelle le titre de votre ouvrage, Les protecteurs, la gendarmerie nationale racontée de l'intérieur. C'est aux éditions Odile Jacob. David Dufresne, votre film Un pays qui se tient sage est en salle aujourd'hui. Dernière sommation est parue en poche chez Point. On vous retrouve dans quelques instants pour évoquer cette fois-ci le cinéma, les partis pris artistiques que vous avez pris et le dispositif très particulier de ce film dont on entendra des extraits. En attendant, il est 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous sommes en compagnie du réalisateur et écrivain David Dufresne. Son film sort en salle aujourd'hui, Un pays qui se tient sage. Dans ce film, David Dufresne, vous revenez, vous décortiquez, vous analysez les violences observées lors des manifestations des Gilets jaunes. On a évoqué les faits, je mets cela entre guillemets, en compagnie d'Alain Boer il y a quelques instants. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de cinéma avec un dispositif assez particulier puisque ce film, il est construit d'une part avec des images captées au smartphone où l'on voit donc ces violences policières et d'autre part des interlocuteurs qui évoquent ce que l'on voit sur ces images ou alors la manière dont on peut les analyser, des interlocuteurs qui ne sont pas nommés, on ne sait pas de qui il s'agit. Au départ, on les entend débattre, défendre des points de vue différents. Et l'un des points de départ de ce film, ce qui structure ce film, David Dufresne, c'est la fameuse phrase de Max Weber sur l'État qui aurait le monopole de la violence physique légitime, ou en tout cas qui le revendiquerait. Pourquoi avoir pris cette phrase, David Dufresne ? Parce que cette phrase, elle est fulgurante, évidemment. Elle date de 1919. Et en fait, c'est la phrase à partir de laquelle Alain Boer et moi-même, on peut tout à fait, et n'importe qui, on peut se mettre d'accord pour discuter sur cette phrase en étant tout à fait en désaccord sur ce qu'elle veut dire. C'est une façon de mettre la table, si vous voulez. Et je vous remercie d'avoir insisté sur le verbe revendique. L'État revendique le monopole de la violence légitime. Car ce qui est communément admis, c'est l'État détient. Et même dernièrement, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur,
lui a carrément dit, la police détient. C'est pas du tout ce qu'a dit Max Weber. Max Weber, il nous permet de réfléchir à toutes ces questions-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le monopole? Qu'est-ce que c'est que la violence légitime? Qu'est-ce que c'est que l'État? Et qu'est-ce que c'est que la revendication? S'il y a revendication, en fait, il y a film. C'est-à-dire qu'il y a discussion, il y a négociation entre les partisans d'un État, les partisans d'un contre-État ou d'une révolte sociale. Voilà, Alain Boer l'a rappelé. Enfin, je veux dire, la France, la nation française est constituée de ça. Je rappelle toujours que la prise de la Bastille, c'est une manifestation non déclarée. Enfin, je veux dire, c'est ce qui nous constitue. Donc, ça, on part de là. Et effectivement, les deux piliers du film sont le dialogue, en fait, la conversation entre des binômes, des gens dont on va parler, qui sont très divers, des policiers, des historiennes, des sociologues, un cariste, un chauffeur routier, un écrivain, et des images. Je voudrais juste revenir sur les images dans un premier temps. Pourquoi faire un film au cinéma? C'est parce que ces images qu'on a vu du Burger King, de Christophe Détinger. De Burger King, qu'est-ce que c'est? Le Burger King, c'est le 1er décembre 2018. C'est un plan séquence qu'on a vu et qu'on n'a pas regardé. C'est-à-dire, c'est ce moment, ça dure 40 secondes à peu près. C'est filmé par un vidéaste semi-professionnel, on va dire, qui progresse depuis la rue de la même manière qu'à l'intérieur des CRS, progresse et tabasse et massacre des gens réellement qui sont à terre. On est très très loin du prophète Grimaud dont parlait Alain Boer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il avait écrit dans cette fameuse lettre « Frapper un homme à terre, c'est se frapper soi-même ». Et voilà, et ce sont des images qui... C'est un peu le symbole, le Burger King, oui, de ces violences policières. Absolument, oui. C'est l'un des symboles. Et l'intérêt de s'arrêter sur ces images, de les montrer en plan séquence, de les montrer sur grand écran, c'est une façon de ne pas détourner le regard. C'est une façon de regarder réellement les choses. Je vous propose, David Dufresne, d'écouter un extrait de ce film. On va écouter le témoignage de Mélanie, qui est travailleuse sociale. Et comme vous allez le comprendre, elle a été blessée lors des manifestations des Gilets jaunes par la police. On médaille les plus violents. On leur donne des médailles, on leur donne des primes aux plus violents. Donc seul l'État a le droit d'être violent. Elle est violente par sa police, mais par aussi les réformes. Quand on te fait une réforme des APL, c'est pas pour toucher le plus riche, c'est pour toucher les plus pauvres, qui ont le droit à une aide parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer, parce qu'ils ont des minima sociaux. Ça, c'est violent. On a une préfète qui a dit que une préfète sur Amiens qui a dit que s'il n'y avait pas de place au 115, c'est parce qu'il y avait les demandeurs d'asile qui se maintenaient sur le territoire. Ça, c'est violent. C'est violent d'entendre tout ça. C'est violent de voir des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie faire les poubelles. C'est violent de venir sur Paris et de voir des personnes qui dorment à la rue, à côté de personnes qui boivent des coups. C'est violent. L'État français est violent. Leur dire leurs réformes, elles sont violentes. La réponse, elle est violente. Ils nous trouvent violents. Et alors? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous au jour d'aujourd'hui? La prime d'activité, on en parle. 60% des smicards, ça touche. C'est violent. Quand un président prend la parole et dit « J'augmente de 100 € le SMIC », menteur, c'est violent de se faire mentir par son président. Alors à ceux qui disent, qui mettent un point sur la violence des casseurs, qui critiquent la violence des manifestants, eh ben, je leur demande de critiquer également la violence de l'État français. Un extrait de votre film, David Dufresne, qui sort en salle aujourd'hui, Un pays qui se tient sage. Pourquoi ce titre? Ça renvoie très clairement à ce qui s'est passé en décembre 2018 à Mantes-la-Jolie. 151 lycéens agenouillés, les mains sur la tête, certains entravés, 1 heure, 2 heures, 3 heures, les genoux au sol, dans la boue, dans le froid du mois de décembre, et un policier qui filme cette scène et qui dit « Ah, voilà une classe qui se tient sage ». Cette séquence qui a fait le tour du monde, qui a plus choqué à l'étranger qu'en France, où il s'est trouvé des gens pour justifier, on la décortique. On la décortique avec des policiers, notamment. On la décortique avec deux maires de lycéens. On la décortique avec Taha Bouaf, le journaliste, qui rappelle combien
toutes ces questions de violence policière ne datent pas évidemment des Gilets jaunes. C'est 30 ou 40 ans d'histoire de France qui nous concerne tous, de cette police dans les quartiers et ailleurs, qui jusqu'alors agissait dans l'indifférence, et aussi parce que c'était pas documenté, aussi parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Et voilà, et c'est tout simplement un retournement, un pays qui se tient sage, c'est notre pays, c'est à nous de voir, voilà, qu'est-ce qu'on en fait. Vous trouvez finalement qu'il y a eu peu de réactions, David Dufresne? Un pays qui se tient sage, c'est ce que le titre sous-entend. Je pense que le titre est à différentes lectures, comme le film. Le film est une proposition de réflexion, de dialogue, de discussion. Et je suis très, très touché que vous ayez mis Mélanie. Excusez-moi. Je vous en prie, David. Parce que je pense que... Pardon, ok. Non, Parce que je pense que Mélanie, ce qu'on n'a pas entendu, ce qu'on n'a pas vu à la radio, évidemment, c'est que c'est un plan séquence, il n'y a pas de coupe. Et d'ailleurs, c'est plus long dans le film. Et tout d'un coup, c'est une parole extrêmement politique, très simple, qui surgit de quelqu'un qui n'est plus une victime et qui devient, voilà, qui nous propose une analyse. C'est ça, ce film. C'est d'essayer de réfléchir. Donc, un pays qui se tient sage, vous pouvez le prendre de différentes manières, si vous voulez. Mais si j'ai choisi de faire entendre Mélanie, c'est parce que je me suis dit qu'il y avait, dans cette phrase de Max Weber, qui structure votre film, David Dufresne, il est question donc de ceux qui ont le droit de revendiquer la violence légitime. L'interrogation de Weber consiste à savoir finalement où est la légitimité dans une société. Chez Mélanie, la question est de savoir où est la violence. Absolument. Et Alain Damasio, qui est l'écrivain, qui est dans le film aussi, rappelle cette chose-là, c'est-à-dire qui détient la faculté de dire qui est violent, qui est légitime pour dire qui est violent ou non. Et je pense que le film peut sortir maintenant parce que on est à un moment, on va dire, d'accalmie. Il y a plus tous ces actes tous les samedis. Et je pense que on n'a pas bien regardé, on n'a pas bien réfléchi, pris par l'actualité, pris par le zapping, pris par la prédominance des chaînes d'infos, etc. Et je pense qu'il est absolument temps, parce que les raisons de la colère sont toujours là. Donc, soit on dit, on continue comme ça, et donc on a 27 éborgnés, 5 mains arrachées, des policiers qui n'en peuvent plus de fatigue, et aucune analyse, aucune perspective. Soit on dit, non, on se pose et on réfléchit à ça. Comment vous en êtes, vous, venu, David Dufresne, à vous intéresser à ces violences policières? Quel a été votre trajet personnel, puisque à l'origine... Alors c'est assez amusant, parce que d'une certaine manière, ça me ramène à Alain Boer, parce que Alain Boer, en 86, je crois, l'avoir dit, il ne m'a pas contredit, il s'occupait du service d'ordre de l'UNEF, et moi j'étais jeune étudiant, ma mère me croyait à la Sorbonne. Et en décembre 86, je reçois des coups de bidule. Je ne suis pas très loin de la rue Monsieur le bidule, c'est donc ce bâton que brandissaient les voltigeurs, qui étaient ces policiers à moto. Il faut expliquer aux moins de 20 ans qui nous écoutent. Absolument, même aux moins de 30 ou 40. Voilà, et donc je prends des coups de matraque, on va dire ça comme ça, si vous voulez. Et c'est un peu rude comme entrer dans l'âge adulte. Donc ça, c'est en 1986. Et depuis ce temps-là, je me suis toujours intéressé à la question du maintien de l'ordre. Et dans le film, Ludivine Bantini pose cette question, qui est historienne. Elle pose cette question: quel ordre protège les forces de l'ordre? Et ça, je trouve que c'est plus intéressant finalement que les questions techniques. Donc voilà, depuis mes 18 ans, ça commence à faire un bail. Je m'y intéresse, puis après je m'en vais, puis je reviens, voilà. Mais alors, justement, lorsqu'on se met à observer ce film et la manière dont vous l'avez construit, on a d'un côté ces images qui sont des images captées par smartphone, David Dufresne, et puis de l'autre, il y a ces personnages, on ignore qui ils sont, bon, sauf si l'on reconnaît un ou deux visages, une voix. Pourquoi avoir choisi cela? Qui sont ces gens? Qui a accepté de commenter ces images? Qui a refusé? Tous ces gens, qui sont une vingtaine, viennent d'horizons très différents, très variables, ont un point commun. Précisément, c'est celui de bien vouloir discuter, de bien vouloir converser. Même,
et en étant en désaccord. Et il venait sur notre tournage avec 2 informations. 1, vous ne serez pas tout seul. Et 2, on va parler de Max Weber. C'était tout. Il n'y avait pas de pré-entretien. On était le plus possible dans le naturel, le plus possible dans le fond de chacun. Donc on retrouve tout un tas de gens, et il était extrêmement important, évidemment, qu'il y ait des policiers qui s'expriment. Alors des policiers de tous bords, si je puis dire, de tous bords politiques, et de toute obédience et de toute doctrine. Donc on a des officiers, le syndicat Synergie Officiers, le syndicat Alliance, le syndicat CGT Police, et puis on a un général de gendarmerie, c'est-à-dire qu'on a à peu près tout le spectre des gens qui peuvent agir dans le cadre du maintien de l'ordre. Et pourquoi je ne donne pas leur nom, ou pourquoi je ne donne pas leur statut tout de suite, c'est parce que c'est très intéressant de voir que l'un d'eux parle de Pasolini, un autre de Trotsky, et que tant que vous êtes dans la salle de cinéma, vous êtes concentré, vous êtes pas, il n'y a pas de notification qui vient vous déranger, vous n'avez pas la tentation de zapper, et vous vous immergez en fait, et vous réfléchissez avec ces gens-là, vous les écoutez. Tandis que si je vous dis, lui il est policier, lui il est journaliste, elle est historienne, lui il est sociologue, moi le premier, mais tout le monde, on a nos présupposés. Et avant même que ces gens parlent, on se dit je suis d'accord avec lui ou je suis pas d'accord avec lui, selon où on se passe sur l'échiquier, je sais ce qu'il va dire ou ce qu'il va pas dire. Et là, l'idée, passer les quelques minutes de déroute, je le reconnais, des premières minutes où on se dit tiens, qui est qui, il y a aussi un jeu qui s'opère entre le spectateur et lui-même. C'est-à-dire, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il est en train de me dire? Alors, il y a effectivement parfois des indices. Quand des gens apparaissent face caméra avec un œil en moins, on comprend très bien qui ils sont. Quand certains disent les collègues, on comprend que c'est a priori plutôt des policiers. Quand quelqu'un dit les clients, on comprend que c'est un avocat. David Dufresne, je vous ai présenté comme réalisateur et écrivain parce que Aurélien Dubost, qui a préparé l'émission, m'a dit que vous ne souhaitiez pas être présenté comme journaliste. Pourquoi ? Ah là là étymologiquement, informer, ça veut dire mettre en forme. Alors là, je suis d'accord. Mais le journalisme, aujourd'hui, charrie tellement d'approximations, c'est un problème pour moi. Voilà, c'est un problème. Et le film, il est évident que je suis pour une liberté de presse totale, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'aimais dans ce métier-là, c'était le contre-pouvoir. Pour plein de raisons économiques et autres, le journalisme, grosso modo, accompagne le pouvoir aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment à grands traits, il faudrait faire une émission. C'est pour ça que dans le film, il y a un passage, c'est le seul moment où avec Florent Mongeau, le monteur, on a cassé notre grammaire, qui est un film très en retenue, où il n'y a pas de voix off, où il n'y a pas de musique, où il n'y a pas de synthé, où il n'y a pas de commentaires. Les synthés sont les bandeaux, les sous-titres. Voilà. Et pourquoi ? En réaction, si vous voulez, en réaction à cette... Quand je parle de journalisme, j'identifie surtout les chaînes d'information. C'est-à-dire que c'est impossible de leur laisser donner le là à ce point. Sinon c'est Trump. Vous voyez ce que je veux dire ? On va là, quoi. Donc, effectivement, je préfère le long format, je préfère le cinéma, je préfère les romans, ce qui n'empêche pas d'avoir beaucoup de respect pour certains journalistes. Je pense par exemple à Pascal Pasquariello de Mediapart, aux gens de Street Press. Il y a des gens qui font un travail absolument formidable sur la police et sur le reste, mais je pense qu'on peut aussi faire des pas de côté. Bon, mais dans cette maison, je veux dire à Radio France, des gens que j'aime beaucoup et que j'estime beaucoup avaient quelques difficultés à suivre ces manifestations de Gilets jaunes parce qu'ils étaient explicitement visés. Alors, par qui, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut dire des Gilets jaunes, des Black Blocs ? Bref, ça posait question parce que... Bien sûr. Oui, bien sûr. Et si vous voulez, je comprends tout à fait... plus que le désarroi, c'était terrible. Il y a eu des images terribles. Il y a eu des images d'une équipe de chaînes d'infos. Je ne sais plus son nom, donc je ne veux pas dire de bêtises. Ça se passe très mal et c'est absolument odieux. Mais c'est aussi odieux quand des policiers viennent nuitamment au mois de juillet au pied de Radio France manifester.
Bien sûr, mais comment vous l'expliquez ? Et personne n'en parle. Alors, et par ailleurs, si vous voulez, comment l'expliquer ? Je crois que je vous l'ai dit, je ne justifie pas, mais vous me demandez d'expliquer. C'est un pouvoir. Le journaliste incarne un pouvoir. Et donc, à un moment donné, le sentiment de ne pas être entendu par ce pouvoir-là peut susciter ça. Ça me semble naturel. Je ne dis absolument pas que ce soit une bonne chose. Mais ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer, qui préoccupe énormément, pour le coup, les syndicats de journalistes qui sont vent debout contre et avec raison, contre le nouveau schéma de maintien de l'ordre, c'est qu'il y a eu, moi j'avais comptabilisé 122 journalistes blessés ou entravés dans l'exercice de leurs fonctions par les forces de l'ordre. Ce qui a fait que le rapport de Reporters sans frontières a fait reculer la France dans son classement mondial de la presse, ce qui a suscité l'émoi du Conseil de l'Europe, du Parlement européen, de l'ONU. Ces policiers qui ont exigé qu'on efface des cartes mémoire, ces policiers qui ont donné des coups de matraque sur les objectifs. Là, si vous voulez, je trouve que c'est extrêmement grave. Voilà, c'est extrêmement grave. Mais il y a en ce moment parce que ça nous renvoie à Max Weber, si vous voulez, sur le monopole de la violence légitime. C'est ça que je veux dire. C'est à partir du moment où l'État le revendique, il se doit d'être exemplaire. Et s'il ne l'est pas, alors on doit discuter. Il y a également le procès le procès relatif aux attentats de janvier 2015 en ce moment qui se tient, David Dufresne. Et dans ce procès, il y a une évidence, c'est que Charlie a été protégé par des policiers et protégé par des policiers. Bref, il y a aujourd'hui des points de contact entre journalistes et policiers qui n'existaient pas auparavant, qui montrent que la police, ça sert aussi à protéger la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous renvoie au film. Le film cite Max Weber, mais il cite aussi la Déclaration des droits de l'homme, l'article 12, qui est pour moi absolument fondamental. Instauration d'une force publique. Et dès lors que la police agit en tant que telle, force publique, c'est-à-dire pour tout le monde, au nom de tout le monde, et dans les règles et dans la déontologie, il n'y a pas débat. S'il y a aujourd'hui débat, c'est pas du tout parce que des policiers font leur travail en protégeant, et heureusement, les gens de Charlie Hebdo. Il n'y a pas débat là, si vous voulez. J'ai lu dans Libération que vous étiez plus radical que votre film. Qu'est-ce que ça veut dire, David Dufresne ? C'est un film assez radical. Il montre ce qu'ont été les violences policières. Qu'est-ce que ça veut dire plus radical ? Ça veut dire qu'avec ce film, j'ai voulu donner vraiment la parole à beaucoup de gens, y compris à des gens avec lesquels je suis en total désaccord. Parce que j'estime qu'il est temps du vrai débat. Voilà. Mes conclusions, le film ne donne pas de conclusion. Le film soulève beaucoup de questions. Et je vous assure, dans les avant-premières, c'est absolument incroyable de voir ce que ça suscite. Justement, comme interrogation, il y a des gens qui veulent l'abolition de la police, d'autres qui veulent fraterniser avec la police, d'autres qui veulent la réformer. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus riche que ce que l'on en dit. Et d'une certaine manière, la radicalité, c'est aussi ça. Vous avez eu des problèmes avec certains policiers ? Vous êtes policier vous-même ou quoi ? Non, mais j'ai lu que vous en aviez eu dans Libération. Ce n'est pas un rapport de police. Libération est quand même encore parfois bien renseignée. Donc vous considérez que vous en avez eu. Il y a une citation dans votre ouvrage Dernière sommation, qui est publié en point, David Dufresne. Vous citez les Clash, il faut le dire aussi, au moins de 20 ans. C'était un groupe qui a été important pour ceux qui ont connu le mouvement punk, par exemple, David Dufresne. Et il y a une chanson, alors là vous citez Police on My Back, absolument, ouais. Mais il y a une autre chanson qui a été importante pour notre génération, qui était White Riot, autrement dit émeute blanche. Alors aujourd'hui, quand on prononce ce titre, c'est un titre qui peut prêter à de mauvaises interprétations. En fait, ce que les Clash voulaient dire à l'époque, dans le sillage des émeutes de Brixton, qui avaient été des émeutes importantes pour la banlieue londonienne, que les Noirs avaient l'habitude de se rebeller, que les Blancs ne l'avaient pas, et qu'il fallait que ça change, que les Blancs apprennent enfin le sens de l'émeute. Avec les Gilets jaunes, vous l'avez eu finalement, cette émeute blanche ? D'abord, je suis absolument ravi qu'on parle de Clash sur France Culture
à 8h40. Ah ouais, c'est dommage qu'on ne passe pas un extrait. Pour tout vous dire, la prochaine fois, on poussera jusqu'ici. Il y a eu différentes versions. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. C'est que, oui, quand certains policiers parlent de climat insurrectionnel, c'est vrai. Quand, en revanche, on nous explique que la République a vacillé, là, je dis, il y a théâtralisation. Je ne pense pas que, et j'en suis même certain, et d'ailleurs Sébastien Rocher, sociologue dans le film, le rappelle, la France, il n'y a pas eu un fusil de chasse qui soit sorti. Il n'y a pas eu si vous voulez, on n'est pas, quand les gens s'approchent de l'Élysée en 2018, c'est pas 1934. C'est pas ça. Mais en revanche, effectivement, là, ce à quoi on assiste, on le sent très bien. C'est une détermination de part et d'autre qui fait que les pompiers, les infirmières, la marche des femmes, les gilets jaunes, les lycéens, dans les quartiers, l'affrontement devient de part et d'autre. Parce que faut être deux pour s'affronter. Hein. Pendant longtemps, le maintien d'ordre dit à la française, c'était tenir à distance. Ça n'est plus le cas. Donc en effet, Clash apporte une certaine lumière. Oui, en effet, on est dans ce moment-là. Mais d'un autre côté, alors on va pas reprendre l'histoire des Clash parce que malheureusement on ne pourra pas, mais le groupe... disons que ça se termine en queue de poisson parce que précisément peut-être que ce projet politique de l'émeute, il n'aboutit à rien. Je ne parle pas des émeutes raciales qui, à mon avis, justifieraient un autre traitement, mais les émeutes tout court, la question de la violence, parce qu'il n'y a pas eu que les Black Blocs, il y avait les autonomes aussi, il faut le rappeler pour les moins de 20 ans qui nous écoutent. Si vous voulez, c'est très simple. Une émeute qui réussit, ça s'appelle une révolution, et une émeute qui ne réussit pas, ça s'appelle une émeute. Et justement, rétrospectivement, le mouvement des Gilets jaunes, comment l'observez-vous ? Je dirais que c'est avec ce qui s'était passé en 2005 dans les quartiers, où les renseignements généraux eux-mêmes, avaient dit qu'il s'agissait d'un soulèvement populaire des quartiers, c'est-à-dire qu'ils avaient reconnu la connotation politique, c'est-à-dire, et pas uniquement délictuelle, mais aussi politique. Je pense que la colère des Gilets jaunes n'a pas été prise à sa juste valeur. Et que justement, la seule réponse a été la réponse policière, finalement. Et c'est insuffisant, car les raisons de la colère sont toujours là.